Voilà, Excellence au pluriel. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, à plus d'un titre, tout d'abord parce qu'il me revient d'accueillir le docteur Mora, qui est président du Comité international de la Croix-Rouge, et que c'est un véritable honneur à la fois pour l'Université libre de Bruxelles, et puis j'imagine aussi pour la mission suisse auprès de l'Union européenne, que de l'accueillir ici, en un moment qui est quand même un moment anniversaire, puisque on n'est pas loin de fêter 150 ans de l'institution qu'il préside. Et comme on aime toujours beaucoup les anniversaires, autant le rappeler, mais aussi parce que c'est aujourd'hui la première conférence d'un cycle que nous inaugurons. L'Université libre de Bruxelles et la mission suisse auprès de l'Union européenne, le patronage de son ambassadeur, son Excellence Pazzaretti, et c'est un cycle extrêmement important parce que la Suisse et l'Union européenne entretiennent des relations finalement très nourries. La Suisse est le 4e partenaire commercial de l'Union européenne, et l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Suisse. C'est aussi un certain nombre de relations, parfois sous-évaluées, parfois même conflictuelles. En effet, les relations entre l'Europe et la Suisse remontent à très loin. Je me contenterai quand même de rappeler au moins Jean-Jacques Rousseau, à défaut de rappeler Voltaire, qui avait eu soin de rester quand même à la limite de la Suisse. Jean-Jacques Rousseau, quand même, qui, quoique né à Genève, va y trouver refuge quelques années plus tard, 50 ans plus tard, même nombre d'années d'ailleurs que notre Institut d'études européennes, qui contribue à l'organisation de cette cérémonie. J'en profite pour remercier sa présidente, Marianne Denis, des efforts qu'elle a déployés pour l'organisation de ce cycle de conférences. Quand effectivement, en 1762, Jean-Jacques Rousseau trouve refuge, parce qu'on avait interdit, le Parlement de Paris avait interdit son œuvre, il a 50 ans et c'est l'année où, en France, se démarre, je dirais, l'affaire Calas, à l'initiative, entre autres, de Voltaire. C'est nous dire que les relations entre l'Europe intellectuelle et la Suisse remontent à loin. C'est aussi dire que parfois elles sont conflictuelles, sans vouloir évoquer des sujets qui pourraient au moins susciter des interrogations de la part de l'Europe. On pense bien évidemment à la votation qui se déroulera dans quelques jours en Suisse sur la circulation des personnes, des remarques de la commissaire Reding. Donc, un sujet assurément important au cœur des discussions, et le titre choisi est révélateur de cela, une Suisse surprenante pour l'Europe du futur. Ce qui veut très bien dire que ni le futur de l'Europe, ni le futur de la Suisse ne se concevront probablement sans une réflexion commune. Et je pense que c'est une excellente idée que nous puissions, nous, à l'Université libre de Bruxelles, contribuer à ce débat. C'est la mission des universités que de faire ceci. Alors on a choisi, pour lancer ce cycle, un sujet fondamental, celui du droit d'abord, et puis de l'action humanitaire ensuite. Et c'est un véritable honneur que d'accueillir ici le docteur Peter Bahr, qui sera dans un instant introduit par Vaios Koutrouris, et qui se verra commenter, je dirais, en fin de conférence par notre collègue Eric David, Vaios Koutrouris et Eric David, tous deux membres du Centre de droit international de l'Université libre de Bruxelles.
Alors, cette action humanitaire, elle a évidemment un début en juin 1859, quand en Lombardie, les armées de Napoléon III, mais aussi de la Sardaigne, rencontrent les armées de François-Joseph à une bataille dont vous connaissez le nom, mais probablement davantage par la rue qui a gardé son souvenir et qui accueille le siège du Parti socialiste français, puisque c'est la bataille de Solferino. Une bataille qui est extrêmement importante, d'abord et avant tout par le nombre de combattants qu'elle engage. Il y en a plus de 330 000. En fait, depuis la bataille de Leipzig en 1813, on n'a pas vu engager tant de combattants sur un champ de bataille. À côté de ça, Waterloo, c'est une promenade de santé, puisqu'il y a moins de la moitié de combattants engagés dans la bataille de Waterloo, même si, c'est vrai, le nombre de morts, le nombre de blessés est supérieur à celui de la bataille de Solferino. Je vais arrêter là mon cours d'histoire, ne me sortirez pas. Ce que je veux dire, c'est que en ce 24 juin 1859, on a sur le champ de bataille des dizaines et des dizaines de milliers de soldats qui sont laissés pour morts, blessés, beaucoup disparus, et qu'un homme d'affaires suisse, comme je dirais presque son nom l'indique, Henri Dunant, décide qu'il faut faire quelque chose, il faut organiser des soins de santé, et chose extrêmement importante, les organiser sans distinguer la nationalité des blessés. C'est quelque chose que l'on retrouve déjà dans les textes qui relatent la bataille de Waterloo. On trouve ça dès la fin du XVIIIe siècle, dès le XIXe siècle, mais la bataille de Solferino va entraîner ce mouvement civique, je dirais, à la tête duquel un Suisse, Henri Dunant, qui va écrire un livre, Un souvenir de Solferino, et va appeler les pays à autoriser, je dirais, des organisations humanitaires fondées sur la neutralité, à porter secours aux blessés, qu'ils soient amis ou ennemis. En 1963, ainsi, son appel se concrétise et c'est la mise en place du Comité international de secours aux blessés qui va devenir le Comité international de la Croix-Rouge, avec, en 1964, très vite, la création non seulement de la Croix-Rouge de Belgique, mais bien sûr, en 1964, la première convention de Genève, dont je disais un instant. Nous fêtons donc cette année le 150e anniversaire. C'est vous dire l'importance du sujet retenu, c'est vous dire le plaisir aussi que j'ai à cette occasion d'accueillir notre conférencier, c'est vous dire que nous choisissons pour ces cycles des sujets fondamentaux et que j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir encore très régulièrement, que vous preniez rendez-vous ici à l'ULB en compagnie de la mission suisse auprès de l'Union européenne pour apprendre à se connaître les uns les autres et surtout à réfléchir ensemble sur ce que doit devenir d'une part l'Union européenne et d'autre part ses relations avec la Confédération helvétique. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée en cédant immédiatement la parole à Vaios Koutroukis. Merci, monsieur le recteur. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette conférence. Silent enim leges inter arma, disait Cicéron en 52 avant Jésus-Christ. En temps de guerre, les lois se taisent. Elles restent muettes. Tel était peut-être le cas à l'époque de Cicéron.
Tel était peut-être globalement le cas dans les siècles qui ont suivi. En tout cas, depuis 150 ans, tel n'est plus le cas. Il y a en effet 150 ans, comme le rappelait tout à l'heure M. le directeur, que la première convention internationale du droit humanitaire a été conclue, et donc, inter arma, dans la guerre, les lois ont définitivement rompu le silence. Et c'était, en ressortissant suisse, Henri Dunant, qui se trouvait derrière tout ça. Le recteur l'a rappelé, tout a commencé par la bataille de Solferino. L'idée derrière le célèbre ouvrage En souvenir de Solferino, c'était de développer l'action humanitaire et le droit humanitaire. Donc c'était d'agir sur deux axes. Dans un premier temps, convaincre d'États d'établir des règles concernant la protection des blessés en temps de conflit armé. Dans un deuxième temps, mettre en action ces règles et créer une société capable de mener cette action humanitaire. Et donc, en 1863, on a la création du Comité international de secours aux militaires blessés, et en 1864, on a la conclusion de la première convention de Genève sur la protection des soldats blessés. Et c'était là, les premiers mots, c'était là la première phrase articulée, si vous voulez, de ce qui allait devenir par la suite le droit humanitaire. Depuis lors, les lois dans la guerre n'ont en réalité jamais cessé de parler. En effet, il y a actuellement une centaine de textes de conventions internationales qui traitent du règlement de la conduite des hostilités, de la protection des victimes dans les conflits armés, et s'y rajoute à cela un bon nombre de règles coutumières en la matière. Alors c'est ça qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui le droit des conflits armés ou droit international humanitaire. Qu'est-ce que c'est ce droit? C'est l'ensemble des règles qui cherchent à limiter les effets des conflits armés. Et ça consiste principalement aux règles qui protègent les victimes en temps de conflit armé, c'est-à-dire les personnes qui ne participent pas aux hostilités, les civils par exemple, ou les personnes qui ne participent plus aux hostilités, les combattants qui ont été blessés, malades ou capturés. Un des principes fondamentaux du droit humanitaire, c'est son indépendance par rapport aux questions liées à la licéité ou à la légitimité du conflit. C'est l'idée qu'on va protéger les victimes, peu importe la partie dont elles relèvent. Et une des plus grandes réussites de ce droit humanitaire, c'est justement qu'il fait abstraction des débats juridiques et politiques par rapport à la légitimité des causes défendues par les parties au conflit. Il s'applique de la même manière à toutes les parties en conflit armé. Il protège toutes les victimes de la guerre, peu importe s'ils appartiennent par exemple à un État agresseur ou à un État qui est victime d'une agression. Autrement dit, qu'on soit membre des talibans dans les conflits en Afghanistan, qu'on soit soldat pro-Kadhafi ou pilote de l'OTAN dans le cadre de la guerre en Libye, on sera protégé de la même manière par le droit humanitaire. Donc depuis 150 ans, le droit parle dans la guerre. Je vous le disais tout à l'heure, Henri Dunant lui a appris ses premiers mots. Toutefois, si le droit humanitaire continue à parler avec tant de force depuis 150 ans, c'est parce qu'une institution lui a appris la grammaire, le vocabulaire, lui a appris à articuler, à raisonner, à prendre la parole publiquement. Cette organisation, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Je rappelle ici que le CICR est tout d'abord une association de droit suisse. C'est une organisation neutre indépendante et il a le mandat de protéger et assister les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, d'apporter l'aide humanitaire dans des situations d'urgence, de promouvoir le droit humanitaire. Le CICR est à l'origine des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, et il est aussi la force motrice derrière l'adoption de plusieurs conventions internationales.
J'ouvre ici une parenthèse pour souligner le rôle fondamental de la Suisse dans la naissance et le développement du droit humanitaire. Car Henri Dunant, c'est un ressortissant suisse, le CICR, c'est une association de droit suisse, la Suisse est le dépositaire des conventions de Genève et des protocoles additionnels, et il ne faut pas oublier que l'emblème de la Croix-Rouge elle-même, c'est-à-dire la Croix-Rouge sur fond blanc, est en réalité formée par l'inversion des couleurs du drapeau fédéral suisse. Comme nous dit la Convention de Genève, ceci est fait par hommage à la Suisse. Bon, tout ça est bien beau, on a le droit humanitaire qui parle, on a le CICR qui l'aide à parler, mais le temps change, les conflits changent, ils se complexifient, la technologie, les moyens de guerre évoluent. Donc on peut se poser la question de savoir si le droit humanitaire a quelque chose de pertinent à dire aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, quel est le rôle du CICR par rapport au droit humanitaire dans le conflit actuel? Dans le temps qui me reste, je vais adresser ces deux questions-là. Et comme vous l'aurez compris, je me concentrerai sur les aspects de défense et de promotion du droit, plutôt pas sur le volet action humanitaire. Première question, le droit humanitaire est-il toujours pertinent aujourd'hui? Le problème est le suivant. À plusieurs reprises, on a prétendu que les règles du droit humanitaire étaient incapables de répondre à la réalité des conflits actuels. Pour ne citer que quelques exemples récents, on a invoqué de tels arguments dans le cadre, par exemple, de la guerre contre le terrorisme, qui serait un conflit armé non prévu par les conventions de Genève, et donc auquel les conventions de Genève ne s'appliquent pas. On a développé de tels arguments dans le cadre des combattants capturés dans cette guerre, qui seraient donc des combattants légaux non protégés par le droit humanitaire. On a développé ces arguments dans le cadre d'occupation, des situations d'occupation qui viseraient à réformer les institutions étatiques au bénéfice de la population civile. Donc, qui seraient des situations qui ne seraient pas soumises à toutes les limites prévues par le droit humanitaire applicable à l'occupation. On peut rajouter à cela les défis posés par l'application du droit humanitaire dans le cadre des développements technologiques et les nouvelles armes qui apparaissent. Je pense par exemple aux drones, à l'utilisation de robots, à la guerre électronique de manière générale. Est-ce que les principes classiques du combattant qui participe aux hostilités peuvent être appliqués quand on est derrière son bureau, on appuie sur un bouton et on lance une bombe à 3000 km de loin? La réponse à tous ces problèmes est simple. Le droit humanitaire, c'est un droit qui reste toujours pertinent et qui reste toujours d'actualité et qui est capable à régir toutes ces situations-là. Pourquoi? Parce que ces règles sont suffisamment flexibles pour accommoder les évolutions et pour pouvoir être adaptées aux évolutions et aux nouvelles situations de conflit armé. En réalité, et c'est aussi grâce aux efforts du CICR, toutes les tentatives de mettre le DIH sur le côté ont été écartées et la pertinence du droit humanitaire a été réaffirmée dans tous les cas que je vous ai mentionnés. Il en va de même quand on pense aux nouveaux acteurs qui sont impliqués dans le conflit. Par exemple, les organisations internationales. Ici aussi, on a l'acceptation de la part des organisations elles-mêmes que les règles du droit humanitaire restent pertinentes par rapport à leurs activités. On peut citer les Nations Unies qui, en 1999, ont adopté une circulaire qui réaffirme certaines règles classiques du droit humanitaire. On peut citer aussi l'Union européenne et l'adoption des lignes directrices concernant la promotion du DIH. Il en va enfin de même également pour les nouvelles armes qui sont développées. Il est établi que quand une nouvelle arme voit le jour, elle n'opère pas dans un vide juridique, car il n'y a en réalité pas de vide juridique. Toute nouvelle arme devra répondre aux grands principes du droit humanitaire. Et donc,
toute nouvelle arme doit par exemple respecter le principe qui interdit d'attaquer intentionnellement les civils ou le principe qui interdit l'imposition de mots supérieurs. En réalité, les doutes quant à la pertinence du droit humanitaire ne font que rappeler deux impératifs. Premièrement, le besoin d'interpréter les règles du droit humanitaire, comme toute règle de droit, de bonne foi, et ainsi d'éviter de créer des lacunes et des prétendus vides juridiques là où des tels vides n'existent pas. Deuxièmement, le besoin de ne pas laisser, de veiller à ne pas laisser la licéité et la légitimité des causes du conflit influencer l'application des règles du droit humanitaire. On revient donc aux principes de base qui sous-tendent tout l'édifice du droit humanitaire. J'en viens maintenant à la deuxième question. Quel est le rôle du CICR en tant que gardien du droit humanitaire dans les situations conflictuelles aujourd'hui? Donc, au-delà des défis opérationnels que le CICR rencontre sur le terrain, comment est-ce que le CICR remplit son rôle en tant que gardien du droit humanitaire? Il le remplit en réalité de plusieurs manières. Dans un premier temps, il développe le vocabulaire du droit humanitaire. Et il le fait en poussant les États à ratifier les conventions existantes, en poussant vers l'adoption des nouvelles conventions, et donc en multipliant finalement les règles qui sont applicables dans un conflit armé, et en identifiant des nouvelles règles coutumières du droit humanitaire. Et ici, en ce sens, il se rapproche un petit peu, certains disent dangereusement, d'un rôle de législateur, finalement, sur la scène internationale. Dans un deuxième temps, le CICR joue le rôle de traducteur du DH au profit des États et des acteurs impliqués dans le conflit. Et il le fait puisqu'il aide concrètement les États à savoir comment ils vont mettre en œuvre les obligations qu'ils ont assumées en ratifiant une convention de droit international dans leur législation interne, ou comment leurs forces armées vont mettre en œuvre, vont respecter les règles du droit humanitaire quand elles sont impliquées dans un conflit armé. Troisièmement, le CICR fait que les États, les organisations internationales, les académiques parlent du droit humanitaire. Et il le fait en lançant des débats sur l'interprétation des règles, en invitant des experts à discuter des notions qui sont complexes ou dont l'interprétation n'est pas vraiment très claire ou n'est pas vraiment établie. Et donc, un exemple tout récent, c'est toute la discussion concernant une notion assez complexe de droit international, la notion de participation directe aux hostilités, où le CICR a lancé une série de réunions d'experts et a sorti en 2009 des lignes directrices. Bon, tout ça c'est beaucoup, n'est-ce pas? La question est, est-ce que c'est assez, finalement? Il ne faut pas perdre de vue que si le droit humanitaire parle de plus en plus en temps de guerre, cela fait qu'on parle aussi de plus en plus du droit humanitaire. Et donc, en effet, on a un nombre croissant des juridictions internationales et nationales qui parlent du DH. On a un nombre croissant d'organisations qui parlent du droit humanitaire. On a un nombre croissant de juristes qui parlent du droit humanitaire. On a donc une multitude d'interprétations qui sont finalement avancées par rapport à la portée des règles concrètes, interprétations qui, parfois, vont dans des sens qui sont complètement inverses. La particularité du CICR ici, c'est que quand il parle, on l'écoute. Et pourquoi est-ce qu'on l'écoute? Principalement, je dirais, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il a reçu le mandat par les États de promouvoir le droit humanitaire. D'autre part, parce qu'il a un lien direct avec la réalité sur le terrain. Et donc, de ce fait-là,
ces interprétations, ces prises de position et ces interprétations sont vêtues d'une légitimité particulière. De ce fait, me semble-t-il, le CICR a aussi une responsabilité particulière à défendre le respect du droit humanitaire. Au-delà de son principe de confidentialité, on le sait très bien que le CICR, quand il met des actions sur le terrain, il le mène selon le principe de confidentialité. Il est important de veiller à la défense des principes de base tels que les principes de la distinction entre légitimité des causes du conflit et application du droit humanitaire, ou ça signifie aussi la nécessité parfois de remettre l'église au milieu du village, de dire le droit, de prendre une position claire à l'égard de certaines interprétations. Il est maintenant admis que les lois ne s'épaissent plus en situation de guerre. Les lois parlent, mais parfois on a tellement d'acteurs qui interprètent ce que les lois disent que c'est comme si les lois ne parlaient plus du tout. Dans ce cadre-là, il me semble que le CICR, un des défis pour le CICR, c'est d'assumer aussi clairement le rôle d'interprète. Car, pour reprendre une phrase de Martens, prononcée lors de la conférence de paix de 1899, laisser planer une incertitude sur ces questions aurait pour résultat fatal de faire triompher les intérêts de la force en sacrifiant ceux de l'humanité. Je vous remercie. Monsieur le recteur, monsieur l'ambassadeur de Suisse, cher Roberto, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être avec vous et d'évoquer ce soir le droit et l'action humanitaire, peut-être plutôt l'action humanitaire, parce que monsieur Koutroulis a déjà évoqué la perspective droit assez in extenso. J'aimerais bien évoquer l'action humanitaire 150 ans après leur création, tout au moins dans la forme et le format tel que nous la connaissons aujourd'hui. J'aimerais chaleureusement remercier l'ULB et la mission suisse pour l'occasion de présenter la perspective du CICR ce soir. Je dois dire, quand j'ai entendu le recteur, j'étais content de ne plus m'occuper des relations, semble-t-il, assez conflictuelles entre l'Europe et la Suisse, mais de pouvoir m'occuper d'un terrain consensuel entre la Suisse et l'Europe, et c'est bien l'action et le droit humanitaire. Mon propos ne sera pas tant de vous parler d'histoire, que de parcourir avec vous l'évolution de l'action humanitaire au cours des années et de rappeler les éléments clés du rôle du CICR dans cette évolution. Le CICR a en effet été au cœur du développement du droit international humanitaire ainsi que de l'action humanitaire depuis 150 ans, du champ de bataille de Solferino qui a été évoqué aux solutions à conflits contemporains en Syrie, en Somalie, au Mali et ailleurs. Cette action humanitaire a des défis que celle-ci a rencontrés ont fortement inspiré le développement du droit humanitaire et des principes. L'histoire du CICR est d'une grande richesse en termes d'expérience et de réflexion sur l'action humanitaire en général et les différentes approches employées pour limiter et prévenir les effets de la conduite des hostilités sur les populations civiles, les blessés, les malades, ainsi que les personnes privées de liberté en raison d'un conflit. Rappelons-nous peut-être que cette création au XIXe siècle a été une innovation politique majeure. Qu'est-ce qui était l'innovation en fin de compte? C'est de créer et de combiner un cadre juridique multilatéral novateur, la première convention de Genève, avec la capacité de mobilisation d'une action médicale autour de principes
de neutralité et d'impartialité, l'adoption d'un emblème commun symbolisant cette mission profondément humaniste et l'engagement politique des États de minimiser l'impact des risques de guerre sur les populations civiles. Et la combinaison de tous ces facteurs, d'une capacité organisationnelle, d'un cadre juridique, d'un emblème, d'une mobilisation des opinions publiques, c'est ça en fin de compte l'innovation politique, la création du CICR et du secteur humanitaire au XIXe siècle. C'est peut-être pas par hasard et pas pour faire une plaisanterie que le CICR a été créé la même année que la Société suisse de réassurance, Swiss Re aujourd'hui. Parce que les deux, en fin de compte, reflètent l'esprit du XIXe siècle d'assurance. Je dis en plaisantant, et je le dis quand la Swiss Re a fêté son 150e anniversaire, eux font de l'argent avec le risque, nous le dépensons. Mais en fin de compte, ça reflète un peu l'esprit du XIXe siècle. C'est aussi vrai que, peut-être il faut le rappeler, que cette création innovateur, où les fondateurs du CICR étaient toujours très conscients qu'il fallait autre chose dans le développement du système international que le secteur humanitaire. Plus que peut-être aujourd'hui, les responsables politiques, ils étaient conscients qu'il fallait, peut-être, il est vrai, constituer ce secteur humanitaire, mais qu'il fallait aussi créer un système international qui gérait les conflits et les problèmes politiques. Et peut-être les pères fondateurs du CICR n'ont jamais conçu l'humanitaire comme un remplacement du politique, mais ils avaient toujours la conception que le système international devait être développé avec l'action humanitaire. À cette innovation politique se joignait tout de suite avec la guerre germano-danoise, une année, quelques mois plus tard, après la création du CICR, la capacité opérationnelle de délivrer l'assistance sur le terrain. Et c'est peut-être à ce moment-là, quelques mois après, quand on a découvert qu'en fin de compte, les sociétés nationales qui étaient prévues à apporter l'assistance aux victimes de la guerre ne pouvaient pas remplir ce rôle, étaient bloquées à cause des loyautés politiques, que le CICR a repris cette fonction organisationnelle et est devenu en fin de compte l'organisation qu'elle est aujourd'hui, 12 000 collaborateurs, un budget au monde dans plus de 80 pays, un budget d'1,3 milliard de francs suisses, donc largement orienté non seulement sur notre rôle juridique, mais aussi sur l'action, assistance et protection dans le monde. Le secteur humanitaire que nous le connaissons aujourd'hui a également bien évolué. Le CICR est aujourd'hui un acteur humanitaire parmi d'autres, dans un réseau composé de plusieurs dizaines d'agences intergouvernementales, ONG, internationales, ainsi que de nombre considérable d'organisations régionales et nationales qui ouvrent en faveur des victimes de la guerre. Si on fait aujourd'hui une synthèse de ce qui représente ce monde humanitaire, on arrive facilement au nombre de 200 000 travailleurs humanitaires qui dépensent 15 milliards d'euros par année dans l'action humanitaire mondiale. Donc on est très conscient qu'aujourd'hui on est un acteur, bien sûr avec un rôle spécifique, ce qui a été évoqué dans les conventions de Genève, mais aussi un acteur qui doit faire des partenariats et échanger avec d'autres qui ont les mêmes objectifs d'une action neutre, impartiale et indépendante. Les défis de l'action humanitaire restent importants, tels la sécurité du personnel ou la politisation des programmes d'assistance. Ceux-ci touchent non seulement le CICR comme organisation fêtière du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais les agences humanitaires dans leur ensemble.
Les solutions devront dès lors être envisagées pour la communauté des acteurs humanitaires au niveau national et international. Il reste que certaines choses n'ont pas fondamentalement changé en 150 ans. Depuis le fondement du CICR, comme l'impact de violence sur les populations civiles et les personnes hors combat, la pertinence du droit comme cadre de l'action et des principes développés dans le courant de l'histoire, M. Koutroulis l'a évoqué, ainsi que l'engagement humanitaire de son personnel. D'autres facteurs ont évolué dans les 150 ans. Et je pense qu'il se pose comme dilemme qui nous occupe jusqu'à nos jours aujourd'hui dans l'action humanitaire. Quelles sont un peu les questions qui nous préoccupent dans cette action, ainsi que dans l'application du droit? D'abord, peut-être la balance entre nécessité militaire et protection des populations vulnérables. Ça reste un des dilemmes très importants. Si je devrais décrire aujourd'hui quel est le problème ou les lignes de friction qui nous séparent des avocats des droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme sont aspiratifs, alors que le droit international humanitaire reste un droit de balance qui cherche, dans tout contexte, à trouver la meilleure protection et vu les nécessités militaires qu'elles se présentent. Le DIH accepte la guerre et la violence comme fait et cherche le meilleur compromis entre nécessité militaire et protection. Donc, c'est certainement un des dilemmes qui nous préoccupent aujourd'hui et qui continue à nous préoccuper. Deuxième, ce dilemme entre souveraineté des États et des besoins d'accès aux victimes. C'est un dilemme qui nous préoccupe depuis 150 ans. Est-ce qu'on entre en Syrie parce que les Syriens ont des besoins sans l'accord du gouvernement syrien? Ou est-ce qu'on cherche l'accord du gouvernement syrien pour l'action humanitaire qu'on déploie? Décision difficile, différentes organisations humanitaires ont répondu d'une manière différente. Le cadre juridique tel que la communauté internationale l'a posé par des résolutions des Nations Unies, par les conventions de Genève, est relativement clair. C'est la souveraineté des États qui prime. Mais qu'est-ce qu'on fait si les besoins sont criants? Troisième dilemme, entre l'accès aux victimes et les besoins sécuritaires des travailleurs humanitaires. C'est peut-être le dilemme qui, en tant que président, me préoccupe tous les jours le plus. Est-ce qu'on peut risquer d'aller dans un contexte qui est sécuritairement problématique? Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier ou à risquer la vie de nos gens pour apporter l'aide dans un contexte qui est sécuritairement problématique? Encore pour revenir à la Syrie, parce que c'est un contexte que tout le monde s'en intéresse, aujourd'hui, entre Damas et Homs, il y a à peu près entre 35 et 50 blocages sur la route entre Damas et Homs dans les mains de différents groupes et de l'armée syrienne. Entre 35 et 50 blocus et barrages sur la route, ça veut dire 35 à 50 risques pour apporter de l'aide humanitaire. Jusqu'où sommes-nous capables à négocier des accès sûrs pour apporter de l'aide humanitaire aux populations? C'est un dilemme qui nous préoccupe de l'Afghanistan à la Syrie, de la République démocratique du Congo à la Somalie, mais c'est peut-être la responsabilité et le problème le plus difficile à gérer. Enfin, je mentionnerai comme un des dilemmes importants le besoin de discrétion d'une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante. Et vous savez bien que surtout dans le domaine de la visite des prisons, dans le domaine de notre engagement avec les forces armées et les groupes armés, sur la conduite des hostilités, on est très discret. Et en même temps, nos donateurs, le public,
Les débats humanitaires qui sont de plus en plus répandus nous forcent aussi d'être redevables, accountable, envers le public, les donateurs. Jusqu'où sommes-nous, ou devons-nous parler de ce que nous voyons au risque de perdre l'accès aux victimes, et quand est-ce qu'il faut jouer et continuer de jouer à la discrétion? Là encore, il n'y a pas de recette définitive, mais tous ces dilemmes que je vous évoque entre nécessité militaire et protection, entre souveraineté et besoin d'accès, entre accès des victimes et besoins sécuritaires, entre besoin de discrétion et de transparence du secteur politique, nous préoccupent jusqu'à nos jours. Nous sommes loin des champs de bataille de Solferino. L'action humanitaire et le VIH aujourd'hui sont davantage définis par un environnement plein de paradoxes et de contradictions. Et je vous brosse un peu le tableau d'une manière un peu plus concrète. En Syrie, nous sommes confrontés aujourd'hui à un conflit emblématique par les divisions religieuses, ethniques, politiques, par l'implication d'acteurs régionaux et globaux, mais surtout par son impact humanitaire et les difficultés de répondre aux besoins des victimes. Les millions de déplacés transforment l'habitat non seulement d'un pays, mais de toute une région. Le conflit et ses conséquences humanitaires créent des pressions considérables sur les communautés hôtes en termes de ressources et services tels que la santé, avec 50% ou plus des infrastructures de santé et des médecins, des travailleurs médicaux en Syrie tués ou déplacés. Les besoins humanitaires ne se sentent pas seulement au niveau individuel, mais aussi systémique. Avec les centaines de milliers de personnes blessées, la santé publique en implosion, les réponses humanitaires traditionnelles sont lourdement testées. Avec les accès difficiles, la politisation de l'action médicale de plus en plus accentuée, l'aide aux victimes est fortement compromise. Avec des systèmes d'éducation en crise, la région risque de créer une génération perdue qui hypothéquera tout futur développement. Dans une région déjà en pénurie d'eau, la destruction des systèmes de distribution et des déplacements massifs de population pèseront pour plusieurs années encore sur les infrastructures, même si on faisait de la paix en Syrie aujourd'hui. Les développements remettent directement en question les progrès modestes des dernières décennies et qui ont permis au moins quelques couches de la population de sortir de pauvreté. Ces défis vont bien au-delà de l'aide à la survie des individus exposés à la violence. Ils sont d'une dimension qui demande un autre type d'action humanitaire, davantage orientée vers le renforcement des résiliences de populations et de communautés à moyen terme, la réhabilitation des services de base, et qui enfin demande un autre type de coopération entre acteurs humanitaires et de développement. Donc on est confronté aujourd'hui à des problèmes où tout simplement les réponses traditionnelles de droit ou d'action surpassent ou dépassent les problèmes qu'on rencontre. En effet, au Proche-Orient dans son ensemble, on est de plus en plus confronté aux crises qui sont contagieuses et qui créent de grands espaces d'instabilité. Si je regarde aujourd'hui le sud du Sahel, du Mali à la Corne de l'Afrique, du nord au Sud-Soudan, le bassin congolais, si je regarde l'impact régional de la crise syrienne, si je regarde le foyer d'instabilité régionale en Afghanistan et au Pakistan, on est confronté à des problèmes qui dépassent les cadres nationaux et les projets et les programmes nationaux. Les récents exemples des Philippines, mais aussi au Pakistan et à Haïti, en Somalie et ailleurs, illustrent aussi une nouvelle dynamique beaucoup plus compliquée entre les conflits et les désastres naturels. Souvent, avec les changements climatiques, on est aujourd'hui confronté à des situations où les désastres naturels touchent surtout les pays et les régions les plus affaiblis. Et donc, compose des problèmes et des dynamiques humanitaires explosives et d'un autre type
qui demande aussi un autre type de réaction. Vous savez bien que dans le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, il y avait la pratique que les sociétés nationales s'occupent de désastres naturels alors que le CICR s'occupe de violence. Mais en fin de compte, on est loin de là. La plupart des conflits dans lesquels on est sont des engrenages de conflits, de violence et de désastres naturels, et ces situations deviennent de plus en plus fréquentes, demandent des réactions et des actions différentes. Au Soudan du Sud, au Myanmar et ailleurs, en plus des conflits traditionnels, de nouvelles sources de tensions et de violence apparaissent au travers de tensions ethniques et économiques. C'est très intéressant quand je reviens de Sud-Soudan maintenant, j'ai visité le Myanmar l'année passée, et les dimensions ethniques des conflits qui se superposent à des conflits traditionnels entre groupes armés créent des dynamiques tout à fait nouvelles. Alors, qui peut apporter et comment apporter une aide et une protection neutre, impartiale et indépendante? Dans le Corne de l'Afrique, en République démocratique du Congo, au Sahel, en Irak, au Yémen, en Afghanistan, on est confronté à des conflits de longue durée qui contrecarrent un peu l'image de l'action humanitaire que souvent les publics ont encore. Souvent, quand je suis dans des débats publics, on pense que l'action humanitaire, c'est l'action de courte durée. Alors, de plus en plus, je dois constater que des 40 conflits sur l'agenda du CICR en 2012, 37 étaient déjà des conflits en 2000. Donc, on est engagé humanitairement dans la longue durée, ce qui semble être un paradoxe. On n'est plus engagé comme le pompier qui arrive pour éteindre le feu. On est engagé dans la longue durée, dans une action humanitaire, en droit, en pratique, en protection et en assistance dans ces conflits. Donc, si je prends peut-être un dernier exemple de changement d'environnement, c'est l'engrenage entre les actions et activités de groupes armés et de groupes criminels. C'est aussi un nouveau phénomène avec lequel on est confronté aujourd'hui en Amérique latine, au Sahel. Les structures étatiques implosent, la criminalité est croissante, et tel que je l'ai évoqué sur violence et changement climatique et crise naturelle, on voit qu'entre criminalité et violence politique, il y a des engrenages difficilement discernables, donc ça nous pose de nouveaux types de problèmes. Est-ce qu'on a affaire à un conflit armé si les bandes criminelles de Colombie tuent des gens? Aujourd'hui, on constate par exemple que 3/4 des victimes en Colombie sont des victimes de violences criminelles. Alors que, en tant que CICR, on est actif sur un conflit armé non international entre le gouvernement colombien et les FARC et les ELN, qui produit seulement le quart des victimes aujourd'hui. C'est-à-dire, on est confronté à d'autres dimensions de violence, et si j'en ajoute, on pourrait évoquer les violences dans les zones urbaines, qui bien sûr nous préoccupent fortement, et où il est souvent difficile de distinguer entre conflits armés et tout simplement violence urbaine, donc la catégorisation des conflits et donc le droit pertinent dans les circonstances dépendant si c'est un conflit armé ou si c'est des violences urbaines, nous pose des questions importantes. Est-ce que le droit international humanitaire est applicable? Est-ce qu'il n'est pas applicable?
L'émergence de nouvelles armes et de nouveaux genres d'acteurs apportent avec eux aussi toutes sortes de défis pour le droit international humanitaire. Ça a été évoqué par M. Poulis, mais juste aussi pour mentionner brièvement que la lutte contre le terrorisme a profondément changé le débat sur la définition des limites spatiales et temporelles des champs de bataille contemporains. La cybercriminalité aussi change le débat sur le champ de bataille. On était habitué au DIH où le champ de bataille est clairement limité géographiquement, alors que maintenant le débat est enclenché si la soi-disant guerre contre le terrorisme est une guerre globale et donc le champ de bataille est global ou pas, si la criminalité cyber ouvre un champ de bataille qui est virtuel et global. Donc, toute une série de questions d'adéquation de droit international humanitaire avec les nouvelles réalités telles qu'elles se présentent. Dans le même temps, je l'ai évoqué, avec 200 000 travailleurs, des centaines d'organisations humanitaires internationales aujourd'hui, le secteur humanitaire et la réponse humanitaire changent profondément. Une demande accrue de transparence et de responsabilité administrative, d'évaluation des résultats, pèse lourd sur les acteurs humanitaires et je ne vous cache pas que l'Union européenne n'est pas la moindre qui pose ce genre d'exigence. Les défis causés par un certain débat et une tension palpable autour des questions liées à l'accès et à l'information et à la protection des données est aussi difficile. Aujourd'hui, nous avons vu des débats sur la protection des données pose problème à la confidentialité du CICR. Est-ce qu'on est censé, est-ce que les données qu'on accumule sur les visites de prison ou sur la conduite des hostilités sont des données qui devraient être publiques ou pas? Comment les législations telles qu'elles se font en Europe et ailleurs dans les pays, comment elles relatent avec la confidentialité du CICR, un grand sujet de débat entre le CICR et les législateurs de pays et d'organisations comme l'Union européenne. Et pour vous dire toute franchise, il y a aussi l'autre gamme du problème, c'est là où le CICR a besoin d'échanger des informations, par exemple dans la réunification familiale, où on a des besoins d'avoir un flux d'informations transparentes et on soit confronté avec des législations de protection de données nationales et européennes qui aimeraient ou qui risquent de nous empêcher d'échanger plus librement les informations et donc de trouver et de retrouver des membres de famille éparpillés par les guerres. Donc, si l'environnement des conflits change fondamentalement, si le secteur humanitaire change fondamentalement, quel est le résultat ou quelles sont les réponses que le CICR apporte vu les défis auxquels on est confronté aujourd'hui? Il existe un sentiment généralisé que le monde est caractérisé par une large détériorisation des contextes, un non-respect du droit, une violence qui se répand de plus en plus et des obstacles toujours plus nombreux à l'assistance. Ce sentiment se répand malgré le fait que dans beaucoup de contextes les plus difficiles, le CICR a réussi à maintenir, voire à améliorer et parfois de manière substantielle son accès aux victimes et le respect du droit, y compris dans beaucoup de contextes que je viens d'évoquer. Ainsi, nous faisons face aujourd'hui à un fossé entre l'étendue des besoins et notre capacité à les couvrir, entre les promesses du droit et la politique humanitaire de protéger et d'assister les vulnérables, entre l'annonce de succès presque journalier des agences humanitaires et le sentiment profond de déception de beaucoup de populations
à vivre et à se voir protégés par le droit et à recevoir des assistances. Dans tous ces conflits que je viens d'évoquer, il n'y a pas de réponse satisfaisante aux questions. Aux questions troublantes souvent, des victimes civiles d'Alep, à Goma ou ailleurs, qui n'ont pas vu d'acteurs humanitaires pendant des mois, voire des années. Mais il y a certainement nécessité de renforcer les orientations prises ces dernières années, de changer plus profondément nos orientations en tant qu'institution et notre engagement en faveur d'un secteur humanitaire dans son ensemble. L'action humanitaire est dès lors en proie d'un paradoxe. D'un côté, cette action est pleine d'expansion. Il y a de plus en plus d'activités et d'actions humanitaires, avec un nombre croissant d'acteurs que je viens d'évoquer, et la mobilisation record de moyens, et d'autre côté, cette même action s'essouffle sur un plan stratégique. La mise en œuvre du droit humanitaire est devenue une entreprise difficile. Il est vrai, M. Koutroulis a raison, en principe le droit est clair, mais la mise en œuvre du droit, elle est difficile. Parfois très légaliste. Les parties au conflit les plus violents ne reconnaissent pas ou peu l'application du droit international humanitaire et les moyens prévus à cet effet dans le cadre des conventions de Genève devenant inadaptés aux conflits déstructurés. Par ailleurs, le développement de capacités judiciaires internationales, si importantes soient-elles, reste peu efficace à enrayer l'épidémie de violence et de l'impunité. Les outils de coordination et de gestion de l'action humanitaire internationale sont devenus particulièrement lourds et technocratiques. Finalement, le rôle des communautés, et organisations et administrations locales est souvent sous-estimé et sous-utilisé. Pour faire face à ces difficultés, le CICR devra réaffirmer l'importance d'une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante, basée sur les principes reconnus et dépolitisée. Je suis convaincu que seul un repli sur une action neutre, impartiale et indépendante peut nous sortir dans beaucoup des dilemmes, des crises et des défis que je viens d'évoquer. Il faudra qu'on renforce une action humanitaire en proximité avec les victimes et en dialogue avec les promoteurs de violence. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative que de parler à tous les porteurs d'armes et d'expliquer et de renégocier à chaque moment les accès et l'application du droit dans les situations concrètes. Il faut identifier de nouvelles approches qui allient l'assistance humanitaire à court terme et les efforts de développement à long terme. Je viens de l'évoquer dans l'exemple de la Syrie et des crises régionales. Il faut soutenir et renforcer les réseaux professionnels en travaillant vers la décentralisation de ces programmes et en plus grand rôle des cercles professionnels dans les régions. C'est la raison pour laquelle, quand on a ouvert aujourd'hui un séminaire sur la protection des soins de santé, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer les réponses professionnelles autour des dilemmes que je viens d'évoquer. Il faut établir dans ces contextes de nouvelles formes d'alliances entre agences internationales et acteurs locaux en faveur d'une action humanitaire basée sur les principes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce mouvement reste le meilleur ancré et le plus proche des populations. Il faut encourager la participation des pays émergents dans les différentes initiatives diplomatiques et politiques visant à améliorer le sort des victimes au conflit. Il est vrai que l'action humanitaire et le droit humanitaire sont fortement portés et financés par les acteurs traditionnels, par l'Union européenne, par les pays OCDE. Un des efforts du CICR, c'est d'élargir ce cercle et de trouver une nouvelle forme d'universalisation qui va au-delà de la simple signature aux conventions de Genève universellement ratifiées. Il faut aussi un effort de clarification du droit. Et je dis bien clarification et non pas pour ne pas contredire M. Koutroulis. Le droit en principe est clair, mais il doit être clarifié. C'est sur ce dernier point que le CICR
a particulièrement s'est engagé avec la Suisse de lancer le processus pour le renforcement de la mise en œuvre du DIH, pour combler les lacunes de traitement des prisonniers dans les contextes de conflits armés, et aussi, c'est notre effort de tous les jours de clarifier la relation entre DIH et les nouvelles armes et les nouveaux acteurs et les nouveaux contextes. Mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin pour quelques remarques de conclusion. 150 ans d'histoire nous a donné l'occasion de revenir sur de nombreux moments de vie du CICR et de l'action humanitaire. Ces moments ont été source d'inspiration pour à nouveau revoir et réinventer l'action humanitaire face aux défis contemporains. Ils ont été aussi une source de prudence et de modestie. L'action humanitaire peut parfois s'égarer et se perdre dans l'excès de légalisme, voire de diplomatie, quand des choix politiques clairs s'imposent. Elle peut aussi être perçue comme une solution de courte durée à des problèmes récurrents, qui demandent l'une ou l'autre forme de courage et que celui des travailleurs humanitaires sur le terrain. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes conscients de nos racines suisses, association suisse avec mandat international, et en même temps de notre ancrage fort dans les valeurs européennes et globales, ainsi que notre mandat universel. Gouvernance suisse, c'est ça le CICR, et identité multinationale vont aujourd'hui ensemble dans mon organisation, qui est profondément connectée à d'autres acteurs humanitaires et en même temps spécifique et sui generis. Je peux vous assurer que le CICR sera présent pour se mesurer aux défis de cette action et sera avec votre soutien, avec le soutien européen, surtout, j'aimerais bien l'évoquer, innover en termes d'approche, renforcer son action de principe, participer à l'effort humanitaire collectif. Si le monde dans lequel nous vivons aurait bien été surpris, il aurait bien surpris les pères fondateurs du CICR il y a 150 ans, car eux avaient conçu un CICR qui devrait être superflu après quelques années. Je pense, on n'est pas, on montre par jour au lendemain qu'on est pertinent et on essaye de l'être. Comme toujours dans les conférences, je me réjouis beaucoup plus d'entendre la critique et les questions. Donc, si j'ai bien compris, c'est maintenant à vous, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors voilà, donc on fête un anniversaire et on va parler de droit international humanitaire. Alors, pardonnez-moi, j'utiliserai aussi cet acronyme qui peut paraître un peu mystérieux pour certains, DIH, mais c'est tellement plus simple, évidemment. Et je dois rebondir, c'est ma mission ici, c'est le rôle qui m'a été attribué. On m'a demandé de rebondir sur ce qu'a dit M. Morer à propos de ces 150 ans de droit et d'action humanitaire. Alors, on fait des tas d'anniversaires, parce qu'au fond, c'est vrai, 150 ans de droit humanitaire, cette salle, la salle La Fontaine, justement, on a fêté il y a quelques mois le centenaire du prix Nobel de la paix qui avait été conféré à une personne de l'ULB, Henri Lafontaine, et voilà, c'est la raison pour laquelle on a donné son nom à cette salle, puis moi-même, hein, c'est pas mon anniversaire, mais il y a 40 ans que j'ai commencé à enseigner le DIH. Je ne suis pas sûr que ça ait une portée absolument fondamentale. Je me souviens que c'était à peu près la même année, peut-être quelques mois plus tard, en 74 ou 75, que j'ai été à Boutaré. J'avais été invité à Boutaré pour enseigner du droit international, et j'en ai profité pour aussitôt, bien sûr, lâcher mon petit couplet sur le DIH. C'était en 74, en 1974,
que j'ai fait ça à Bidari au Rwanda, et je dois dire que 20 ans plus tard, je ne peux pas dire que le message ait particulièrement été efficace, si l'on en juge à ce qui s'est passé. Et alors, évidemment, inévitablement, quand on parle de guerre, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, hein, c'est ce texte que vous connaissez tous. Et vous allez me dire tout de suite de qui il est et quel est le titre. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Voilà, bien sûr. Barbara, elle est là tout à l'heure, je vais lui dire que j'avais parlé d'elle, il y a une Barbara dans cette salle, que j'avais parlé d'elle, et puis j'ai pas eu le temps parce que le délicieux fromage suisse que l'ambassade avait mis à notre disposition m'a empêché de pouvoir continuer ma phrase. Mais voilà, et c'est vrai que c'est merveilleux, je trouve, ce texte, et tu marchais souriante, épanouie, ravissante, non, ravie, ruisselante, sous la pluie, la guerre, hélas, c'est très difficile d'en parler, et c'est vrai que l'action du CICR reste une action, malgré tous les aléas, malgré tous les paradoxes qui viennent d'être soulignés, malgré toutes les difficultés de sa mise en œuvre, ça reste quand même un défi constant, permanent, mais je dirais qu'à la limite, je suis peut-être bien placé pour en parler, le droit tout court, j'ai envie de dire le code de la route, tout simplement, est lui-même presque un défi permanent. C'est pas pour cela qu'il faut, bien sûr, jeter le manche avant la gagner. Je crois qu'il faut absolument continuer, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il faut continuer, à... je vais encore faire ici une référence à quelque chose que je connais bien, hein, quand je cours pour essayer de rattraper envers et contre tout l'amorti qu'on me fait au filet au tennis. Je pense à une chose, y croire malgré tout. Et parfois ça marche, ça rattrape. Mais voilà, c'est un peu la même chose, je dirais, avec le DIH. Il faut continuer à y croire. Alors c'est vrai, c'est un côté un petit peu y croire. On pense au credo. Dans cette maison, c'est pas tellement bien vu. Hein. Encore, moi j'ai un credo profond dans le libre examen. Et donc ça ne me pose pas de problème, bien sûr, de revendiquer cette forme de croyance. Mais voilà, est-ce qu'il y a un paradoxe? Est-ce que vraiment l'action humanitaire s'essouffle? Mais c'est-à-dire qu'on a ce sentiment, bien sûr, qu'il s'essouffle parce que on voit la situation actuelle. Hein, vous avez parlé de la Syrie, M. Morer, et bien sûr, la Syrie ne semble pas être un exemple particulièrement éclairant d'une application heureuse du DIH. Ce DIH, au contraire, la presse souligne constamment non peut-être pas les défaits, parce que les journalistes ne font pas de référence au DIH, mais c'est ce que chaque lecteur, ou chaque auditeur, ou chaque téléspectateur fait immédiatement. Hein, ceci, oui, c'est la guerre. Et alors là, on pense à cette formule de Clausewitz que je répète chaque année aux étudiants lorsque je commence mon cours et que je leur dis, vous savez, le DIH n'est humanitaire que le nom. Et Clausewitz disait en effet, on ne saurait introduire un principe modérateur dans la guerre sans commettre une absurdité. Évidemment, on peut comprendre la formule au vu de la réalité, la guerre étant fondamentalement criminogène. Non seulement elle est légalement criminelle parce qu'on peut, dans le respect de certaines règles, atteindre les autres dans ce qu'ils ont de plus cher, leur vie, leur intégrité physique, leur liberté, leurs biens, et dans le respect de certaines règles, c'est possible. Oui, on peut le faire, oui, on peut tuer, on peut blesser, on peut priver de liberté. Le droit le permet, on se dit, mais enfin, c'est ça, le droit international humanitaire, et comme le disait Vaios Koutroulis tout à l'heure, se référant à Cicéron, lorsque les armes parlent, les lois se taisent. Elles semblent se taire. Elles ne se taisent pas tout à fait, en réalité. Hein, et là aussi, pardonnez-moi encore une petite référence culturelle, mais vous connaissez le texte aussi, voilà, l'autre devinette, un autre quiz. Vient de la nuit, sonne l'heure, les gens s'en vont, alors je ne veux pas dire je demeure, mais en tout cas le DIH demeure.
Hein, et ça, c'est quelque chose qui est clair, même si, effectivement, au moment où les armes parlent, on a le sentiment qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de DIH, eh bien non, il est là, il est toujours présent, et parfois, il y a des gens pour le rappeler, et notamment, je pense ici quand même, je prononce mon credo à moi, dans le fait qu'on a créé des juridictions pénales internationales qui se chargent de rappeler à ceux qui ne les respectent pas qu'il y a des règles et que la violation de ces règles peut être sanctionnée. Alors on peut se dire ça aussi, c'est du rêve. Alors je donne un exemple qui montre que ce n'est pas tout à fait du rêve. Un exemple tout à fait réel. Il y a peu, j'ai en quelque sorte interpellé Madame Leïla Chaït, la représentante de la Palestine, ici en Belgique, en lui disant, mais en 2009, le 21 janvier 2009, la Palestine a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Le 21 janvier 2009, c'était 2 jours après ce qu'on a appelé la guerre de Gaza. 2 jours après l'opération Plomb durci d'Israël contre Gaza. Et donc 2 jours plus tard, la Palestine reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale. Nous étions en 2009. Il a fallu 3 ans pour que le bureau du procureur, après une réflexion pour le moins étendue, finisse par dire non, nous ne pouvons pas donner effet à cette reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale parce qu'il règne une certaine incertitude, même une incertitude certaine, sur l'existence de la Palestine en tant qu'État. Et là, je regarde avec un regard pour le moins agressif les représentants de la Suisse, ils savent probablement ce que je vais dire, pour rappeler qu'ils ont tenu, enfin pas eux, mais la Suisse, l'État suisse, a tenu à peu près le même discours en 1989, lorsque la Palestine avait envoyé un instrument d'adhésion aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels, et la Suisse a dit, étant donné le niveau d'incertitude qui existe sur l'existence de l'État palestinien, nous ne pouvons pas inscrire la Suisse ne peut pas inscrire, la Suisse État dépositaire des conventions de 49 et des protocoles additionnels, la Suisse ne peut pas inscrire la Palestine au nombre des États partis à ces instruments. À l'époque, la Palestine avait déjà été reconnue comme État par une centaine d'autres États. Mais apparemment, ça n'a pas ému davantage le dépositaire des conventions de Genève et des protocoles additionnels, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, de cette attaque frontale, mais qui, rassurez-vous, ne fera aucune victime, pour constater que la Suisse a refusé de reconnaître une réalité qui était celle qui vivait dans l'esprit des quelques cent d'États qui avaient reconnu l'existence de la Palestine en tant qu'État. Et au fond, le procureur de la Cour n'a pas fait très autrement, puisque finalement, il dit la Palestine ne peut être un État que si elle est reconnue par les Nations Unies. Là, je me gratte la tête et je me dis, tiens, avant 1945, il n'y avait donc pas d'État. Puisque les Nations Unies n'ont existé qu'à partir de 1945, il faut croire qu'avant ça, il n'y avait pas d'État, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de souveraineté, tout ça, c'était du vent, c'est simplement de la littérature, des choses que les professeurs enseignent dans les universités, mais qu'en réalité, c'est du rêve, purement et simplement. C'est pas très sérieux, bien sûr. C'est pas très sérieux. Et alors, j'ai eu la curiosité de jeter un coup d'œil vite avant de venir à cette conférence sur ce que le CICR avait indiqué depuis que, comme vous le savez, l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu à la Palestine un statut d'État non membre observateur, mais en tout cas d'État, le mot État apparaît. Et alors j'ai été voir sur le site du CICR comment le CICR avait intégré cela. Bien, le CICR l'a indiqué tout de suite dans la liste des États partis. Il n'a dit pas la Palestine comme État parti, il reproduit simplement la déclaration que la Suisse avait faite en 1989
pour ne pas inscrire la Palestine sous la liste des États partis. Et le CICR a reproduit cette déclaration, mais il a aussi ajouté maintenant le fait que les Nations Unies avaient reconnu la Palestine comme État, ce qui ne résout pas encore totalement le problème de savoir si oui ou non on peut considérer que la Cisjordanie est devenue État parti aux conventions et aux protocoles. Mais alors, je m'éloigne beaucoup de l'exemple que je vous donnais avec la fin de la guerre de Gaza le 19 janvier 2009, la déclaration de la reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale par la Palestine 2 jours plus tard, et la décision prise par le bureau du procureur au milieu de 2012 pour dire la Palestine n'est pas un État parce que les Nations Unies ne l'ont pas reconnu comme tel. Eh bien, en réalité, c'est important à savoir qu'au fond, le CICR, qui se plaint d'être finalement très isolé, peut-être dans sa lutte pour la promotion de l'action humanitaire, a un allié de poids avec la Cour pénale internationale. Et justement, je reviens ici à ce que je voulais vous dire à propos de cette interpellation que je faisais à l'égard de Madame Chahid, en lui disant, mais enfin, Madame l'ambassadrice, pourquoi est-ce que vous ne renouvelez pas votre reconnaissance, pourquoi est-ce que la Palestine ne renouvelle pas sa reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, maintenant que les conditions qui étaient exigées par le bureau du procureur ont été remplies, la Palestine est reconnue comme État par les Nations Unies à travers ce statut d'État observateur non membre des Nations Unies. Et alors elle m'a répondu quelque chose que j'ai trouvé tout à fait exemplaire quant à la crainte salutaire qu'une institution peut causer aux États. Elle m'a dit qu'en réalité, étant donné actuellement les tentatives de médiation que font les États-Unis entre Israël et la Palestine, les États-Unis, John Kerry, a demandé à la Palestine de ne pas renouveler sa déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour pénale internationale. Et je trouve ça très extraordinaire, parce que ça veut donc dire que les États-Unis craignent finalement les conséquences de cette reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle je voulais dire au président du CICR qu'il a des alliés de poids. Si les grands États, si les grandes puissances ont peur de la Cour pénale internationale, parce que c'est au fond une forme de peur qui est exprimée à travers cette pression qui est exercée sur la Palestine pour qu'elle ne renouvelle pas sa déclaration de reconnaissance de compétence de la Cour pénale, parce que si la Palestine reconnaissait la compétence de la Cour pénale, ça voudrait donc dire que le procureur de la Cour pénale pourrait mettre en accusation les auteurs de crimes de guerre qui ont été commis pendant les quelques semaines qu'ont duré la guerre de Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009. Et ça, évidemment, cela peut gêner un certain nombre de hauts responsables politiques. Eh bien, ça veut tout dire que, je répète ce que je disais il y a quelques instants, vienne la nuit sonne l'heure, les jours s'en vont, le DIH demeure. Donc je crois que là aussi, nous avons quelque chose qui fait farine au moulin et qui permet au DIH, qui permet à tout le monde de continuer à croire dans ce DIH qui n'est pas si impossible que ça, d'ailleurs, parce qu'il est vrai que les violations du DIH font la manchette des journaux. En revanche, on ne parle pas des innombrables exemples quand même de respect de ce DIH. Et il y en a beaucoup de cas où effectivement les États sont très attentifs. Et si on pense notamment aux opérations qui ont été menées par l'OTAN, par exemple, en Libye, il y a ici des militaires qui pourront en parler certainement beaucoup mieux que moi, eh bien, il est clair que dans la décision de choisir tel ou tel objectif, le DIH faisait partie des priorités à respecter. Et il y a des missions qui ont été refusées, des missions qui n'ont pas été exécutées parce qu'il y avait un doute sur le point de savoir si
la mission à accomplir était conforme au nom du DIH, s'il n'y allait pas y avoir des dommages collatéraux excessifs par rapport à l'avantage militaire concret, direct, attendu, pour reprendre la formule de l'article 51 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 49, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des dommages collatéraux qui soient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret, direct, espéré. Ça peut paraître, bien sûr, tout ça, ce sont des espèces de comptabilité qui peuvent paraître un petit peu cyniques, mais c'est vrai que le DIH fonctionne de cette manière-là. Mais il n'y a rien à faire par rapport à la situation à laquelle on est confronté. Il faut bien se rendre compte que c'est une démarche de respect du DIH qui reste toujours extrêmement complexe, extrêmement difficile. C'est sans doute, bien sûr, comme les juristes le savent, tout cela est affaire de mots, et qu'on peut donner aux mots des sens extrêmement variés. Je ne suis bien pas sûr que ce soit tellement différent dans les sciences. Je pense bien sûr à la physique des particules élémentaires. Il y a quelques semaines, monsieur le recteur pourrait le confirmer, François Englert est venu ici parler de son prix Nobel de physique. Je ne sais toujours pas ce que c'est que le boson de Higgs. Je crois commencer à comprendre plus ou moins comment cela fonctionne, et j'ai de plus en plus le sentiment que ce que François Englert, le professeur Braun et le professeur X ont fait, c'est fondamentalement donner un sens à des mots. Mais encore une fois, ce n'est pas ma discipline, et donc, loin de moi l'idée de m'aventurer sur un terrain qui est extrêmement éloigné du mien. Je préfère rester sur celui du DIH. Là, je me sens quand même beaucoup plus sûr de moi que sur celui des particules élémentaires. Mais je m'instruis pour l'instant, je ne m'interdis pas, si j'ai réussi un jour à pouvoir faire des comparaisons assez rapprochées entre la physique des particules élémentaires et les règles de droit en général. D'ailleurs, ce n'est pas du tout propre au DIH. Mais tout ceci pour quand même conclure et ne pas trop mobiliser la parole, parce qu'il faudrait que vous aussi vous puissiez également faire valoir votre point de vue. Mais je terminerai alors que j'avais commencé par Prévert, et je ne peux pas faire autrement que de terminer par lui, par le même texte, où il dit « Ô Barbara, quelle connerie la guerre !» Merci de votre attention. Je ne vais pas très fort m'aventurer parce que je ne vais pas aller sur le terrain du droit, mais je vais quand même rester sous la cloche suisse. Ma question a trait à l'organisation du CICR, et je me demandais pourquoi, pendant de nombreuses années, vous n'engagiez pas de personnes qui n'étaient pas suisses, et pourquoi aujourd'hui la gouvernance reste strictement suisse. Qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous avez de différent? Qu'apportez-vous de particulier que d'autres ne seraient pas en mesure d'apporter? Vous voulez qu'on réponde tout de suite aux questions? La gouvernance suisse vient des origines du CICR. Jusqu'ici, elle a été considérée comme étant utile dans le sens de ne pas entraîner l'organisation dans une répartition géographique et politique, et donc dans les logiques que d'autres organisations à gouvernance internationale ont aujourd'hui. C'est-à-dire la gouvernance suisse et la mononationalité de la gouvernance jusqu'ici a été quelque chose qui politiquement a été soutenu par l'ensemble des États partis aux conventions de Genève comme une garantie meilleure pour la neutralité, l'impartialité, l'indépendance de l'organisation qu'une éventuelle gouvernance multinationale. Pour les employés du CICR, vous êtes conscients que depuis plus de 20 ans, cette gouvernance suisse a décidé qu'il fallait multinationaliser l'organisation vu les surfaces opérationnelles de plus en plus multiculturelles, et c'est ce qu'on a fait.
Et vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est une organisation à minorité suisse. Donc, dans l'ensemble du staff, les Suisses ne font guère 30% de l'organisation. Entre les délégués, c'est un peu plus, mais c'est bien en dessous de 50% aujourd'hui des délégués qui sont suisses. Et donc il y a une réflexion politique, un soutien des États qui considèrent toujours aujourd'hui que la multinationalité de la gouvernance est la meilleure garantie de ce qui est le cœur de notre mandat, neutre, impartial et indépendant. Il y a une autre question là. Merci. Dans votre discours, vous avez parlé de défis et de groupes armés, et j'aurais voulu lier les deux sujets pour ma question. Et plus précisément dans la pratique humanitaire, quand des groupes armés prennent en otage l'aide humanitaire, c'est-à-dire soit en détournant l'aide humanitaire ou en se réfugiant dans des camps humanitaires, je me demandais ce que le CICR entreprenait contre ce genre d'action et si il se passait ce genre de choses. Merci. Il était très clair dans notre pratique opérationnelle, on n'accepte ni les chantages, ni les détournements, ni le prélèvement de taxes sur nos actions humanitaires. Et en principe, on arrête les actions quand on est menacé de telles pratiques. C'est-à-dire, on essaie bien sûr, comme on le fait toujours, d'engager les groupes armés pour arrêter ces pratiques, d'expliquer l'illégalité de certaines de ces pratiques, et si on n'arrive pas, on arrête. C'est ce qu'on a fait en Somalie, par exemple, il y a 2 ans, quand les Al-Shabaab voulaient taxer les actions du CICR. On a fait un effort de dissuasion et d'explication de ce qui était acceptable et non acceptable. On n'a pas réussi à percer avec cette explication et on a arrêté l'action. C'est toujours un des dilemmes les plus difficiles, n'est-ce pas? On est confronté partout et toujours, et mes co-orateurs l'ont bien expliqué, n'est-ce pas? On est toujours confronté à la violation du droit. Jusqu'où essayons-nous de convaincre ceux qui violent de revenir à une pratique de respect du droit, et où est-ce qu'on arrive à la conclusion que les circonstances ne sont plus données? Et c'est là qu'intervient une pondération extrêmement difficile entre le dilemme de soigner les blessés et ceux qui ont des besoins humanitaires d'un côté, et d'insister sur le respect du droit en mettant un signal fort de désengagement dans une certaine région. Donc, un dilemme que nous essayons de résoudre sur le cas. Il n'y a pas de mesure abstraite et pratique, c'est dans les circonstances, c'est dans la pondération de nombre de victimes qui ont besoin d'aide et des chances qu'on espère avoir avec notre engagement avec les groupes armés, qu'on va décider quelle est la meilleure pratique pour s'en sortir de ce dilemme. Mais il est clair que vous touchez de votre doigt d'un problème important et d'un dilemme qui nous préoccupe beaucoup. Oui, bonsoir. Salvatore Vigari d'Amnesty International. J'aurais une question sur
qui a adopté des lignes directrices sur la promotion du droit international humanitaire, mais qui peine à les mettre en œuvre. Bon, pour des questions internes d'absence d'organes qui s'en occupent en particulier, mais aussi dans des contextes où d'autres exigences politiques viennent on donne la priorité à d'autres intérêts politiques ou d'autres sortes. Donc je voulais savoir, du point de vue de votre point de vue du CICR, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer au-delà du simple soutien financier et de l'aide qui peuvent être donnée à l'action en soi. Je suis certainement le premier à reconnaître, et le CICR en tant qu'organisation à reconnaître, que l'action neutre, indépendante et impartiale et le soutien au droit international humanitaire a besoin d'un appui politique fort. Et c'est seulement si les États et les organisations telles que l'Union européenne, les membres de l'Union européenne, la communauté internationale dans son ensemble, s'engagent politiquement pour l'indépendance et l'impartialité, que nous avons un espace dans lequel nous pouvons mieux appliquer le droit et mieux développer nos actions. C'est un paradoxe peut-être, ou semble être un paradoxe qui ne l'est pas. Le droit est donné par les États, le droit est soutenu par les politiques. Et c'est seulement s'il y a une conscience des acteurs politiques qu'il faut ce droit, qu'il faut le soutenir politiquement, qu'on trouvera l'environnement dans lequel le droit peut prévaloir. Et donc, pour nous en tant qu'organisation, il est vital qu'on n'ait pas seulement des organisations qui nous financent, mais ceux qui s'engagent politiquement à reconnaître l'importance d'une action neutre, indépendante et impartiale, et qui s'engagent pour le respect du droit international humanitaire. Ce n'est pas le CICR qui va convaincre ceux qui violent le droit qu'il ne faut pas violer le droit. On va contribuer à ce processus. On va essayer de faire des entraînements. On va nous engager dans les conflits actuels. On va essayer de convaincre les groupes armés et les armées de respecter. Mais c'est en fin de compte la conscientisation politique qui va faire que le droit est respecté davantage qu'il ne l'est maintenant. Et c'est tout le plaidoyer que je fais pour que des États qui, peut-être jusqu'ici, ont moins soutenu l'action et le droit international humanitaire, qu'ils s'engagent davantage. C'est la raison pour laquelle, depuis mon arrivée au CICR, je me suis beaucoup engagé à convaincre les pays comme la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie, d'être plus explicites dans l'articulation de leurs intérêts, de voir le droit international humanitaire appliqué et d'utiliser leur participation à des instances intergouvernementales, leur législation interne, leurs actions politiques en faveur de ce droit. Et je pense que c'est seulement en faisant un exercice continu de conviction politique qu'on aura ce que vous venez de dire, que le droit persiste et son utilité soit bien compris par les acteurs. Et puisque vous me posez la question d'Amnesty International, je suis le premier au CICR à reconnaître qu'on ne peut pas porter cette tâche seul. Il faut des organisations comme Amnesty et d'autres qui s'engagent dans les sociétés civiles pour le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il y a encore une question là. À M. Moret, cette observation-ci, vers 8h moins 2,
c'est une comptabilité un peu ridicule que je vais dire, vous avez par 7 fois ou 8 cité l'expression qui n'était pas une métaphore, mais qui pouvait peut-être être une métaphore, le champ de bataille. Et avant ça, il y avait des questions, nous sommes qu'à 18 km du champ de bataille de Waterloo, qui va être commémoré dans 2 ans pour le bicentenaire. Et alors je me disais qu'au fond, cette expression avait quelque chose de sympathique et en même temps, j'ai dit l'expression, de désuet, parce qu'au fond, s'agit-il de quelque chose de ponctuel alors que nous sommes dans le local par rapport au global. Et nous avons l'impression maintenant qu'on ne peut plus situer aussi ponctuellement, enfin nous avons l'impression, j'ai l'impression, le champ de bataille qu'il est extraordinairement diffus. Et donc ça c'était ma première observation pour que nous ne nous enfermions pas dans cette vision trop pointilliste et voilà. Et pour monsieur, notre ami de la poésie, monsieur Ribéry, n'est-ce pas, ce qui apportait une note tout à fait sympathique et émouvante, et j'aurais voulu l'entendre chanter à la manière d'Yves Montand, le Barbara, mais ça aurait pu être tout à fait poignant, n'est-ce pas? Mais alors je vous aurais proposé de réciter La Jolie Russe, qui avait été le dernier poème que nous avait transmis ici l'auteur de Indignez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était il y a 2 ans, et là on voyait qu'Apollinaire avait été blessé, trépané sous le chloroforme. Et donc, comme nous sommes en pleine commémoration de bataille de 14-18 et de toutes les autres, il reste encore beaucoup à dire pour chanter la guerre. On commencera tout simplement par Homère. Bon, j'ai essayé dans mon exposé d'illustrer un peu et de vous confirmer dans votre impression que ce qui était des champs de bataille clairement définis aujourd'hui par les temps qui courent pose passablement de questions d'adéquation du droit avec la réalité à laquelle on est confronté. Parce que la violence et les violences armées se dissolvent dans les sociétés, dans les centres urbains, que ce qui était le champ de bataille bien défini pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale ou encore pendant les guerres d'indépendance qu'on a vues sur le continent africain et dans l'hémisphère sud aujourd'hui se complique. Et comme j'ai essayé de l'expliquer, dans notre perspective, il y a certainement 2 facteurs qui nous forcent à penser ce que se signifie aujourd'hui champ de bataille sur lequel le droit international humanitaire est applicable. Vous savez bien qu'il y a un différend entre le CICR et certains pays qui pensent qu'il y a universalité de champ de bataille dans la lutte contre le terrorisme. Nous ne pensons pas que ce champ de bataille soit universel. Parce que ça signifierait, par exemple, que le terroriste qui se balade au milieu de Bruxelles peut être ciblé par une drone, parce que c'est ça le champ de bataille d'une manière légitime. Nous ne pensons pas que ce soit une définition praticable. Donc, je prends vos propos pour dire on voit un défi d'adéquation des réalités actuelles qui sont bien sûr plus diffuses avec le droit international humanitaire, mais ce que nous vivons aujourd'hui ne signifie pas que nous acceptons tout simplement l'élargissement de définition du champ de bataille au monde, ou que tout ce qui se passe dans le cyber devient champ de bataille, donc militarisé et soumis au droit international humanitaire. Je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver
un ciblage raisonnable de ce qui représente aujourd'hui le champ d'application du droit international humanitaire et d'autres situations qui ne sont soumises pas au droit international humanitaire mais qui sont réglées par d'autres corps juridiques que le DIH. Donc peut-être pour préciser un peu nos pensées à cet égard. Je voudrais remercier tout le monde, tout particulièrement notre orateur et les deux intervenants, le recteur pour son soutien et pour avoir pris sur son emploi du temps que je sais très chargé de rester avec nous toute cette soirée, de remercier aussi toutes les personnes qui ont rendu d'abord de remercier le public d'être venus à cette conférence et aussi de remercier tous ceux qui ont rendu cette conférence possible. Je voudrais vraiment insister sur le fait que cette conférence est le fruit d'une collaboration entre la mission de Suisse auprès de l'Union européenne, l'Université libre de Bruxelles et au sein de l'Université libre de Bruxelles. C'est un exemple que je voudrais vraiment souligner de collaboration particulièrement fructueuse entre un département central, le département des relations extérieures et l'Institut d'études européennes. Et donc je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés au sein du département des relations extérieures, et je chargerai Serge Jomain de transmettre mes remerciements à tous ceux qui n'ont pas pu être parmi nous, et aussi quand même de remercier tout particulièrement les personnes qui ont été les chevilles ouvrières de ce projet au sein de l'Institut d'études européennes. D'une part, Frédéric Pougnard et Johan Robrecht qui sont là. Je les demanderai de remercier les autres membres du personnel de l'Institut qui ont été au support de ce projet. Je pense à Renaud Martel et à Michaela. Et aussi souligner que tout ceci a été rendu possible grâce à l'implication extrêmement active de tout un groupe d'étudiants de l'Institut d'études européennes. C'était un souhait de la mission de Suisse, que ce ne soit pas seulement un projet porté par des équipes universitaires, des équipes de personnel administratif, mais qui ait une implication tout à fait directe des étudiants de l'Institut. Nous avons donc constitué un projet collectif autour de cette belle activité, et je voulais vraiment remercier tous les étudiants qui ont pris une part très active et très importante à ce projet. Et maintenant, il est déjà assez tard, il est 9h moins 10, donc je vais souhaiter à tout le monde une très très belle fin de soirée.